Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur l'Helicobacter pylori. Je me présente, je suis Dr Samy Zinibert, spécialiste en biologie clinique. Celle-ci sera sous forme de cas cliniques afin de comprendre ce qui se fait en pratique. Cette présentation va aborder plusieurs thèmes dont les facteurs de risque, les caractères bactériologiques, le diagnostic ainsi que le traitement de cette bactérie. Avant de débuter cette présentation, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin d'être au courant des futurs cas cliniques qui seront postés. Concernant l'énoncé, il s'agit de Monsieur D, 80 ans, qui vient consulter pour des douleurs gastriques à leur apogée, au réveil ou avant les repas. Ces douleurs sont accompagnées de remontées acides. Monsieur D consulte plus de 3 mois après l'apparition de ces douleurs, car il les associait au tabac et à une prise d'alcool modérée. Dans ses antécédents, on retrouve un diabète insulinodépendant, un cancer gastrique chez sa mère et une œsophagite de stade 2 à Helicobacter pylori, objectivée sur biopsie antrale non recontrôlée depuis. Il y a plusieurs mots-clés à retenir dans cet énoncé. Tout d'abord, on apprend qu'il s'agit d'un patient relativement âgé. Par rapport à ses cellules cliniques, il présente des douleurs gastriques, dont l'apogée se situe au moment du réveil ou avant les repas, ainsi que des remontées acides. Donc à ce stade, ce sont des signes cliniques peu spécifiques. On pourrait par exemple suspecter un ulcère gastrique, qui est une lésion de la muqueuse de l'estomac. Un deuxième diagnostic différentiel, il s'agit du reflux gastro-œsophagien, qui est une affection dans laquelle le contenu de l'estomac va remonter dans l'œsophage. Également une gastrite, qui est une inflammation de la muqueuse de l'estomac, ou encore un cancer. Il est bien moins fréquent, mais peut également causer des douleurs gastriques, des nausées ou des vomissements. Par rapport aux arguments contextuels, on retrouve la notion de cancer chez sa mère, ainsi qu'une œsophagite à Helicobacter pylori. Donc cela va nous orienter dans le diagnostic. Par rapport aux questions, quels sont les facteurs de risque de la gastrite et du reflux gastro-œsophagien? Décrivez la bactérie la plus souvent mise en cause dans ces pathologies. Comment se fait le diagnostic? Les liquides confirment le diagnostic d'une réinfection par Helicobacter pylori. Le traitement prescrit est le suivant. Quelles interventions pharmaceutiques pourriez-vous réaliser sur cette prescription? Par rapport à la correction, quels sont les facteurs de risque de la gastrite et du reflux gastro-œsophagien? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, il y a l'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens à faible dose au long cours. En effet, ceux-ci peuvent irriter la muqueuse de l'estomac en réduisant la production de prostaglandines, qui sont des substances qui protègent la muqueuse gastrique. Sans cette protection, il y aura donc des signes cliniques de la gastrite. Il y a également la consommation excessive de sel qui peut irriter la muqueuse de l'estomac, ce qui va conduire à une inflammation de la muqueuse gastrique. De plus, le sel peut entraîner une rétention d'eau dans le corps, ce qui peut augmenter la pression sur l'estomac et provoquer le reflux gastro-œsophagien. Ensuite, il y a l'alcool. S'il est consommé en grande quantité, il peut également irriter la muqueuse de l'estomac. L'alcool peut également augmenter la production d'acide gastrique et affaiblir le sphincter œsophagien inférieur, c'est-à-dire le muscle qui sépare l'œsophage de l'estomac, ce qui va entraîner ce reflux gastro-œsophagien. Le stress va également augmenter la production d'acide gastrique et le tabac également, ce qui peut provoquer une irritation de la muqueuse gastrique comme pour le stress et l'alcool. Décrivez la bactérie la plus souvent mise en cause dans ces pathologies. On va suspecter l'Helicobacter pylori, de l'ordre des campylobactérales, de la famille des Helicobacteriaceae et du genre Helicobacter. Il s'agit d'une bacille gram-négatif en forme de spirale. Elle est localisée principalement au niveau de la muqueuse gastrique de l'estomac humain. Concernant sa physiopathologie, elle se déplace à travers la muqueuse gastrique grâce à ses flagelles. De plus, elle produit également une uréase. Il s'agit d'une enzyme qui lui permet de résister à l'acidité gastrique. Cette enzyme va permettre de convertir l'urée en bicarbonate et en ammoniac, qui sont, je le rappelle, plus basiques. La transmission se fait principalement par voie orofécale. Au niveau de l'épidémiologie, elle est très fréquente dans les pays en voie de développement, principalement chez les personnes vivant dans les conditions d'hygiène précaires. Pour rappel, cette bactérie se transmet principalement autour, par exemple, des repas, lorsqu'ils sont partagés par une grande collectivité. Au niveau de la clinique, cette bactérie est responsable d'affections gastriques, telles que les gastrites, les ulcères gastriques et duodénaux, ainsi que dans certains types de cancers gastriques, tels que les maltomes, également appelés lymphomes de Malte. Comment se fait le diagnostic? Alors il y a plusieurs méthodes. Il y a tout d'abord les méthodes invasives.
On les appelle comme ceci car elles nécessitent une biopsie de la muqueuse gastrique au cours de l'examen fibroscopique. On va tout d'abord s'intéresser au prélèvement. Celui-ci se fera par fibroscopie gastro-duodénale. Pour rappel, il s'agit d'un examen médical qui va permettre d'observer l'intérieur de l'estomac et du duodénum, c'est-à-dire la première partie de l'intestin grêle, à l'aide d'un endoscope flexible. Cet examen se fait en 5 étapes. Tout d'abord, il y a une étape de préparation, dans laquelle le patient doit être à jeun au moins 6 heures avant l'examen, suivie d'une étape d'anesthésie, dans laquelle le patient reçoit un anesthésique local pour engourdir sa gorge. Il y a ensuite l'étape de l'insertion de l'endoscope, c'est-à-dire que le médecin insère l'endoscope dans la bouche et le fait glisser dans la gorge. Il s'agit d'un tube fin et flexible équipé d'une petite caméra qui va permettre de voir l'intérieur de l'estomac et du duodénum. L'examen en tant que tel, donc, il sera fait à l'aide de l'endoscope. On va examiner soigneusement l'intérieur de l'estomac et du duodénum. On va également prélever des échantillons de tissu, appelés biopsies. L'examen se terminera lorsque l'on va retirer cet endoscope. On pourra ensuite réaliser l'examen anatomopathologique. Il s'agit de l'examen de référence. C'est le moyen de détection le plus répandu. La sensibilité et la spécificité sont supérieures à 95%. Donc cet examen a l'avantage d'être inscrit dans les habitudes des gastro-entérologues. Il est accessible et nécessite des conditions de transport extrêmement simples. Sa sensibilité élevée en fait l'examen de référence pour le diagnostic invasif de l'infection. Alors, cet examen, il y a 5 biopsies à réaliser. Il y a 2 biopsies au niveau phindique, une biopsie ogive et 2 biopsies entrales. La méthode, une fois que ces biopsies sont réalisées, il faudra alors les fixer dans du formol associé à une coloration. Cela va permettre l'examen de l'Helicobacter pylori ainsi que la recherche des complications. C'est ça le principal avantage. Voici ce qu'on obtient après coloration. Donc ici, il s'agit d'une image de l'identification de l'Helicobacter pylori à l'aide d'une technique d'immunohistochimie. Donc, on observe la présence des Helicobacter pylori en rougeâtre sur l'image. On voit des amas en forme de bancs de poisson. Au niveau de la culture, celle-ci est très spécifique mais chère. Elle est réalisée que s'il y a la nécessité d'un antibiogramme après échec d'un premier traitement. Le transport, il dépend de la durée de conservation. Si la biopsie date de moins de 2 heures, on pourra la transporter juste dans du sérum physiologique. Si ce délai est légèrement plus long, on utilisera des milieux de transport spécifiques. Enfin, si ce délai est de plus de 24 heures, on va congeler la biopsie. On va ensuite réaliser au laboratoire un broyage de cette biopsie pour réaliser l'ensemencement sur différents milieux. Donc on peut utiliser les milieux simples comme les gélos au chocolat ou les gélos au sang. Également les gélos sélectives et spécifiques d'Helicobacter pylori tels que le milieu Skiro. Les conditions de culture se feront, donc l'incubation sera relativement lente car la bactérie pousse durant un intervalle de 8 à 12 jours à une température de 37 degrés. Très important, il faut respecter l'atmosphère micro-aérophile, c'est-à-dire qu'il faudrait une concentration de 5% d'oxygène. Cette concentration peut au laboratoire être apportée grâce au Campigène de la marque Oxoid. Donc ici on pourra le mettre au niveau de la jarre afin d'assurer cette atmosphère. Au niveau de la culture, par exemple on observe cette gélose Columbia, il s'agit d'une gélose au sang. Ici on observe des colonies qui sont petites, translucides et non hémolytiques. On peut également utiliser la gélose Skiro, qui est habituellement utilisé pour l'isolement sélectif des campylobactères. Donc ce milieu comprend la vancomycine, le trimétoprime, l'amphotéricine B et la polymyxine. L'intérêt principal de la culture, je le rappelle, c'est l'antibiogramme. Donc il faudra tout d'abord réaliser une fixation et une coloration sur l'âme. Alors on obtient des bacilles mobiles gram-négatifs non sporulés, non sporulés et non capsulés. Alors l'observation au microscope est très importante dans ce cas, car la bactérie existe sous 2 formes. La première, que l'on voit à gauche, est la forme bacillaire, elle se trouve naturellement dans l'estomac infecté. La deuxième, que l'on voit à droite, est la forme cocoïde, qui est une forme ronde observée lorsque la bactérie est soumise à des conditions de stress.
Ces formes cocoïdes peuvent également être plus résistantes aux antibiotiques que les formes hélicoïdales, ce qui peut rendre l'antibiogramme moins précis ou même inutile. Il faudra donc à tout prix ensemencer les formes bacillaires lors de la réalisation de cet antibiogramme. Donc après avoir sélectionné ces souches bacillaires, on les ensemencera sur une gélose MH associée à 10% de sang défibriné de cheval. On pourra ensuite essayer les deux antibiotiques recommandés par le CASFM. Donc tout d'abord la clarithromycine et la lévofloxacine. Il y a également des antibiotiques qui font partie de la liste complémentaire, c'est-à-dire la rifampicine et la trécycline. Donc une remarque intéressante dans cet antibiogramme, c'est qu'il est inutile de tester l'amoxicilline, car la résistance à cet antibiotique est exceptionnelle et ne contre-indique pas son usage thérapeutique. De plus, une deuxième remarque, c'est qu'il est inutile de tester le métronidazole, car elle ne peut pas être détectée de manière fiable et ne contre-indique pas son usage thérapeutique. Ensuite, il y a les caractères biochimiques. On pourra tout d'abord faire le test à la catalase. Dans notre cas, il est positif. Je le rappelle, on va juste rajouter du peroxyde d'hydrogène 3%. On va alors observer la formation du bulles d'air, qui correspondent à la dégradation du peroxyde en eau et en oxygène. Il y a également la recherche de l'oxydase, qui est positive. Donc ici, les bactéries possèdent l'enzyme oxydase, qui va permettre d'oxyder le N-diméthylparaphénylène-diamine en semi-quinone, qui est un produit violacé. Également l'uréase, c'est un paramètre biochimique très important. Ici, l'hydrolyse de l'urée par l'uréase va produire l'ammoniac et le CO2. La formation d'ammoniac va alcaliniser le milieu et le changement de pH sera détecté par le changement du rouge de phénol de l'orange clair au magenta. De plus, il y a la nitrate réductase qui est positive. Donc, ces bactéries sont capables de transformer les nitrates en nitrites. Ici, le bouillon est ensemencé avec la bactérie à étudier et incubé 18 heures à 37 degrés. Après incubation, on rajoute 3 gouttes d'une solution d'acide sulfanilique, également appelée le réactif gris A, associé au gris B. Si une coloration rose fugace apparaît, les nitrates sont alors réduits au stade de nitrite. Enfin, il y a la PCR. Alors, il y a le développement de techniques génétiques, donc c'est-à-dire la PCR et la PCR en temps réel pour pallier aux inconvénients de la culture. Donc ces inconvénients de la culture sont le long délai, je le rappelle qui est de 8 à 12 jours, ainsi que le manque de sensibilité. Il était juste de 75%. Alors, elle se fera à partir de biopsies gastriques. Les différentes cibles sont le GLMM, qui code pour une phosphoglucosamine mutase, le gène uréa, qui code pour la sous-unité A de l'uréase, également la SSA, donc pour spécièce spécifique antigène de 26 kilodaltons, et ensuite l'ARN ribosomial 16S. Les avantages sont des résultats très rapides, ainsi que la détection des mutations de résistance à la clarithromycine, ce qui peut nous dispenser de réaliser l'antibiogramme. Par rapport aux méthodes non invasives, donc c'est-à-dire toutes les méthodes qui ne font pas appel à la biopsie, il y a tout d'abord le test respiratoire. On peut utiliser par exemple les liquides. Il s'agit d'un test utilisé en dépistage et systématiquement pour le contrôle de l'efficacité du traitement. Donc ici, le patient doit être à jeun depuis au moins 6 heures. On peut lui préconiser d'ingérer du jus d'orange ou de l'acide citrique dissous, ce qui va permettre de retarder la vidange gastrique. On va également associer à cela une charge d'urée marquée au carbone 13. Attention, cet examen doit être réalisé 2 semaines après l'arrêt des antibiotiques, 2 semaines après l'arrêt d'un IPP, ou bien 4 semaines après l'antibiothérapie anti-hélicobacter. Le principe, c'est qu'on va administrer l'urée marquée. Alors l'uréase de l'Helicobacter pylori va convertir cette urée en CO2 marqué ainsi qu'en NH3. Ce CO2 marqué va alors être transporté au niveau des poumons, puis sera expiré. Il sera alors détecté 30 minutes après le test par spectroscopie infrarouge ou par CPG couplé à une spectrométrie de masse. Il y a également un deuxième test, c'est la détection des antigènes dans les selles. Alors, on peut utiliser les immunocards STAT
de la firme Meridian Bioscience, qui est un test immunochromatographique. Il s'agit d'un test monoclonal. Il y a également les tests Platinum HPSA, également de la firme Meridian Bioscience. Il s'agit d'un test ELISA. Il s'agit d'un test polyclonal. Pour rappel, la sensibilité des tests monoclonaux est supérieure aux tests polyclonaux. On va donc préconiser l'utilisation de tests monoclonaux. Enfin, il y a le sérodiagnostic. Les cibles sont les immunoglobulines G anti-CAG-A ou anti-VACA. Elle se fait par ELISA ou par immunoblot. Ici, la cinétique, donc ces anticorps sont positifs 3 semaines après le début de la maladie et ils persistent plusieurs semaines après l'éradication. Donc les intérêts suite à ça sont principalement épidémiologiques. Ils sont utiles pour diagnostiquer l'infection si la biopsie est réduite. Donc en fait, la biopsie, il s'agit de l'examen de référence, mais parfois il ne peut pas être pratiqué s'il y a par exemple, comme on vient de le dire, un traitement récent, soit par antibiotique, soit par inhibiteur de la pompe à potons, également en cas d'ulcère hémorragique, d'atrophie gastrique ou de lymphome. Donc d'où l'intérêt de cette sérologie, mais il est en deuxième intention. De plus, cet examen reste positif 6 mois après le traitement, il est donc inutile pour vérifier l'éradication d'Helicobacter pylori. On va alors préconiser, je le rappelle, le test respiratoire ou la recherche d'antigènes dans les selles. Alors ici, la conduite à tenir devant une infection à Helicobacter pylori, selon la Haute Autorité de Santé, les recommandations de 2017. Donc il y a plusieurs situations, soit il s'agit d'un patient sans symptômes digestifs, mais qui présente des antécédents de cancer gastrique, ou bien avec des antécédents d'ulcères sans preuve d'éradication, ou avec un purpura thrombopénique immunologique. Je le rappelle, les infections à Helicobacter pylori sont responsables de 57% des purpura thrombopéniques immunologiques. Dans ce cas, on va juste réaliser une sérologie. Cependant, s'il y a des patients avec des symptômes orientant vers une pathologie digestive, des patients avec des facteurs de risque de cancer gastrique, de lymphome ou d'une intervention bariatrique prévue, on va alors réaliser la gastroscopie avec biopsie. Donc, concernant la sérologie, si elle est négative, il n'y a pas d'infection. Si elle est positive, il faudra alors réaliser la gastroscopie. La gastroscopie, donc si elle est négative, on pourra écarter l'infection. Si elle est positive, on va donc réaliser la sensibilité aux antibiotiques, si c'est disponible bien sûr, afin de réaliser le traitement guidé. Si cette gastroscopie est non réalisable, on va donc administrer le traitement probabiliste. Ici, concernant la quatrième question, les liquides confirment le diagnostic d'une réinfection par Helicobacter pylori. Le traitement prescrit est le suivant: oméprazole 20 mg pendant 10 jours, clarithromycine 500 mg 2 fois par jour, amoxicilline 1 g 2 fois par jour. La question 4, quelles interventions pharmaceutiques pourriez-vous réaliser sur cette prescription? Donc, première chose à savoir, la trithérapie probabiliste n'est plus recommandée. Elle n'est plus recommandée depuis 2012 par augmentation de la résistance à la clarithromycine. Alors les nouvelles recommandations, qui datent de 2017, sont de faire une étude de la sensibilité aux antibiotiques, suite à la gastroscopie, la biopsie et l'examen bactériologique. Donc il y a deux situations, soit elle est faite, soit elle est non réalisée. Si elle est faite, on va donc réaliser un traitement guidé, sinon il faudra faire le traitement probabiliste, c'est-à-dire la quadrithérapie. Donc on va tout d'abord regarder si jamais cette gastroscopie est réalisée, on va donc faire le traitement guidé. Alors à l'antibiogramme, comme dit plus tôt, on va regarder la résistance de la clarithromycine. Donc si la clarithromycine est sensible, on va utiliser une trithérapie classique, c'est-à-dire associer un inhibiteur de pompe à protons avec l'amoxicilline et la clarithromycine pendant 10 jours. Si la clarithromycine est résistante, il faudra regarder la sensibilité de la lévofloxacine. Si c'est sensible, on pourra donc utiliser IPP, Amox et lévofloxacine. Sinon, il faudra utiliser la quadrithérapie pendant 10 jours, c'est-à-dire les IPP, du sel de bismuth, la tétracycline et le métronidazole.
Dans tous les cas, après traitement, il faudra faire un test respiratoire 14 jours après afin de vérifier s'il y a eu éradication de l'Helicobacter pylori. Si c'est négatif, c'est OK. Sinon, il faudra demander un avis spécialisé. Donc, maintenant, on revient au schéma de base. Si jamais cette étude de la sensibilité n'a pas été réalisée, on devra donc faire le traitement probabiliste. Alors ici, encore une fois, plusieurs situations. On peut utiliser la quadrithérapie concomitante, c'est-à-dire associer un IPP, l'amoxicilline, la clarithromycine ou le métronidazole. Ou bien on peut réaliser la quadrithérapie avec du bismuth, c'est-à-dire associer l'oméprazole et le Pilera. Je le rappelle, le Pilera est une association de sel de bismuth, de tétracycline et de métronidazole. Bien sûr, encore une fois, réaliser le test respiratoire. Si c'est négatif, OK. Sinon, on pourra réaliser l'antibiogramme afin de voir les résistances. Alors ici, j'ai mis à titre informatif pour les médecins prescripteurs, si jamais vous voulez prescrire les traitements probabilistes de l'Helicobacter pylori. Donc ici, j'ai mis les doses. Alors dans notre cas, chez le patient, il avait de l'oméprazole 20 mg une fois par jour, pendant 10 jours, associé à la clarithromycine, 500 mg 2 fois par jour, et l'amoxicilline, 1 g 2 fois par jour. Donc ici, il y a plusieurs remarques à faire. L'oméprazole une fois par jour, non, c'est faux, de base, car de 1, il doit être pris 2 fois par jour, matin et soir, mais le dosage est correct. La clarithromycine également. Donc je le rappelle, il y a énormément de résistance à la clarithromycine. Il faudra donc faire, dans notre cas, un traitement probabiliste, car il n'y a pas la notion d'antibiogramme qui a été réalisée. Les deux choix qui s'offrent à nous, c'est tout d'abord la quadrithérapie concomitante, donc c'est-à-dire l'IPP, associée à la clarithromycine et au métronidazole, ou bien la quadrithérapie avec bismuth, qui va associer l'oméprazole et le Pilera. Donc, concernant mes références utilisées, j'ai utilisé des cas cliniques en infectiologie, les livres de bactériologie des éditions Prépa Pharma, le livre de bactériologie médicale, les techniques usuelles, ainsi que le CAST, la version 2022, le MICbook. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner afin d'avoir plus de contenu. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également regarder mes autres vidéos dans les autres thèmes. Merci beaucoup.